Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé mercredi à la tribune des Nations Unies à la faveur de la 72e Assemblée générale de l'institution, ouverte depuis mardi. Le chef de l'État a fait savoir la position de la Côte d'Ivoire sur les crises majeures que connaît notre planète. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention relative à la crise migratoire et à la course à l'arme nucléaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toutes les actions en vue de lutter contre l'immigration clandestine, le trafic des êtres humains et la contrebande n'ont pas empêché ce phénomène qui continue d'engloutir des milliers de jeunes en provenance des pays africains dans la Méditerranée. Bien au contraire, elles ont contribué dans bien des cas à la fragilisation, oui, à la fragilisation de la démocratie et à la montée des sentiments extrêmes, y compris dans les démocraties occidentales établies. Pour mettre fin à ces migrations périlleuses, les pays développés, notamment les pays et les régions d'accueil des migrants, doivent mobiliser les investissements et les ressources nécessaires au financement du développement dans les pays de départ et de transit des migrants. En Côte d'Ivoire, la riposte contre ce fléau privilégie la prévention par la sensibilisation et l'assistance au retour des candidats à l'immigration clandestine, ainsi que le démantèlement des réseaux de passeurs. Monsieur le Président, la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde passe également par la gestion stricte de la question des armes nucléaires. Nous devons à ce propos tout mettre en œuvre dans le cadre du Conseil de sécurité pour trouver une solution pacifique aux graves tensions nucléaires dans la péninsule coréenne. Tout recours à l'arme nucléaire dans cette région marquerait la faillite morale de notre civilisation et la fin de l'époque que nous vivons. Elle ferait courir le risque d'un conflit nucléaire aux conséquences imprévisibles. J'invite donc les puissances, les grandes puissances, à la retenue, oui, et au dialogue avec la Corée du Nord, afin de créer des conditions d'une désescalade durable et de rassurer le monde sur le maintien de la stabilité et de la paix dans cette région. Il s'est tenu hier matin, ici, à Abidjan, un forum sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre, qui a regroupé 15 pays d'Afrique et d'Europe, a été l'occasion pour les participants de réfléchir sur les actions qui contribuent à réduire la faim et comment accompagner les petits exploitants agricoles dans leur production. L'initiative est du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. On en parle avec Frédéric Oulaye et Grace Kando. Les petits exploitants agricoles jouent un rôle important dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon la FAO, ces exploitants assurent 70% des productions alimentaires. Les petits exploitants, c'est tous les artisans, tous les petits producteurs qui ont parfois des lopins de terre ou alors de petites exploitations pour produire du vivrier, sont aussi des transformateurs de produits, aussi bien au niveau de l'agriculture qu'au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture et au niveau de l'élevage. Les exploitants agricoles sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, entre autres instabilité des revenus, prix dérisoire des produits imposés par l'acheteur, difficulté d'accès aux marchés internationaux. Pour réfléchir sur ces différents maux qui minent le secteur, un forum est initié à Abidjan autour du thème « Soutenir l'accès des petits exploitants au marché pour augmenter la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition en Afrique de l'Ouest ». Notre agriculture est beaucoup plus familiale et comme nous sommes dans la dynamique justement d'organisation de nos petits producteurs,
Et nous pensons que c'est un avantage énorme pour notre pays. Pour que les petits exploitants auront accès aux informations, au crédit, à savoir comment ils peuvent augmenter leur production pour qu'ils puissent avoir accès au marché. La rencontre réunit 15 pays d'Afrique et d'Europe. Elle sera sanctionnée par des recommandations relatives aux préoccupations des petits exploitants agricoles. Yamoussoukro a abrité récemment une rencontre nationale sur la gouvernance et la gestion des terres. Il s'agit donc pour les participants issus des ONG, de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des structures étatiques de réfléchir sur un foncier rural sécurisé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Un projet piloté par Audace Institut Afrique grâce à un soutien financier de l'Alliance de l'Allemagne à travers la fondation Friedrich Naumann. On en parle avec Kader Sogodogo. Chambre nationale des rois et chefs traditionnels Yamoussoukro. Le cadre est certainement bien indiqué pour aborder des questions relatives au foncier rural. Depuis 2014, une ONG, Audace Institut Afrique, s'intéresse au foncier rural en Côte d'Ivoire qui est souvent source de conflits. Un programme dénommé Acteurs communautaires vise à aider les communautés villageoises à la gestion de leurs terres. Le programme Acteurs communautaires qui nous réunit aujourd'hui propose des solutions et des méthodes pour aider à améliorer la sécurité des 96% de terres rurales non encore certifiées. 4 villages dans les départements de Guiglo et de Saint-Fra ont servi à expérimenter le programme. Des comités villageois ont vu le jour et ont été formés à l'usage d'outils informatiques. Il va sans dire que la chefferie traditionnelle est mise à l'épreuve. Cette rencontre, qui, nous l'espérons, permettra de dégager de nouvelles voies de progrès. C'est toujours dans l'échange que les idées grandissent. L'agence du foncier rural AFOR, qui vient de voir le jour, trouve ici des bases solides pour réussir sa mission. Avec beaucoup d'humilité, je viens apprendre, écouter ce que cette organisation non gouvernementale, en une année, a pu engranger comme information, écouter ses propositions. La Côte d'Ivoire pourra évidemment compter sur les partenaires financiers. 5 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont été identifiés pour des partenariats intensifiés avec l'Allemagne. La piste du renforcement de la modernisation de la gouvernance villageoise pour servir de trait d'union entre l'État et les autorités coutumières est donc une solution pour un foncier rural sans conflit proposé par Audace Institut Afrique. Bouaké Fofana, le directeur général de la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a procédé hier matin à une visite de terrain dans la commune de Yopougon. Le premier responsable de la SICOGI est donc allé constater l'état des travaux des 235 logements économiques qui seront livrés très bientôt. Frédéric Oulaye, Grascando. À Zito, dans la commune de Yopougon. Sur ce site de 10 hectares, 1250 logements. À ce jour, 235 maisons, dont 55 duplex et 180 appartements sont achevés. Elles seront livrées aux acquéreurs dans les prochains jours. Avant la remise des clés, le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, effectue une visite sur le site. Objectif, aller constater la fin des travaux de cette première tranche. La remise des clés, donc la cérémonie officielle de remise des clés qui devrait intervenir, ça serait en octobre. Le site, vous le voyez, est excellent et ça préfigure un peu des futurs programmes. Certains clients ont fait des versements depuis de longs mois, voire des années. Aujourd'hui, nous sommes à la sortie du tunnel. Il a dit également que leur partenaire, la SICOGI, est de retour. Remercier nos actionnaires, en premier lieu l'État, qui nous a assuré de son appui et de son soutien. Le réseau assainissement est bouclé, le réseau électrique est bouclé, le réseau d'adduction d'eau potable est fin prêt. Nous allons faire le rinçage dans ces 2 jours
pour que les clients arrivant puissent aller faire les abonnements à la SODECI, également pour les questions des réseaux d'électrification. Mais aujourd'hui, l'élément essentiel qui va être fait d'ici là, c'est le revêtement des voies. En plus de l'opération Azito, le directeur général de la SICOJ annonce d'autres promotions immobilières. Toutes ces opérations visent à apporter une réponse au problème du logement en Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, plusieurs radios de proximité avaient émis le vœu d'avoir du matériel pour informer et sensibiliser les populations sur les questions de santé mère-enfant. Ces choses faites désormais. Ces radios viennent de bénéficier d'enregistreurs professionnels et d'ordinateurs portables pour véhiculer des messages en vue de réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est un don de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le reportage est signé Delphine Blas. Remise de matériel à 18 radios de proximité. C'est un don de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour soulager ces radios. La question de la mortalité maternelle et infantile demande qu'on communique beaucoup de cette thématique. Ça veut dire qu'il faut continuer à sensibiliser les populations, les mères, les familles. En fait, c'est en 2015 que ces radios avaient soumis au cours d'un atelier à Yamoussoukro le besoin d'avoir du matériel pour mieux collaborer avec les districts sanitaires en vue de réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. 2 ans après donc, ce sont 18 enregistreurs professionnels et 18 ordinateurs portables pour sensibiliser et informer les populations sur les problèmes de santé, notamment la santé mère-enfant. Nous nous sommes engagés avec ces radios-là à faire en sorte que l'information passe, la sensibilisation passe. Les récipiendaires saluent le geste qui s'inscrit dans le cadre du fonds français Muskoka, qui a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile à travers le renforcement des systèmes de santé dans 10 pays francophones. Le ministère de la Santé a souligné que c'est un don qui arrive à point nommé avant d'inviter les radios de proximité à faire bon usage de ce matériel. Engagez-vous à nos côtés, nous allons le faire aussi. Redevabilité, nous vous devons des informations, mais vous nous devez en retour une bonne communication auprès des populations en toute responsabilité. Une autre doléance soulevée par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire après ce don est d'avoir désormais accès facilement à l'information liée aux questions de santé auprès des districts sanitaires. En bref et en images, des milliers de Catalans sont descendus dans la rue mercredi après l'arrestation d'une douzaine de membres du gouvernement de cette région du nord-est de l'Espagne, qui veut organiser un référendum d'autodétermination interdit par la justice. Le président catalan accusant Madrid d'avoir imposé de facto l'état d'urgence. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone pour protester contre les arrestations. Au moins 225 personnes ont perdu la vie, dont 86 dans la capitale mexicaine, selon un dernier bilan toujours provisoire du séisme qui a frappé Mexico et l'État du Morelos mardi dernier. Le séisme de magnitude 7.1 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre était situé à 130 km au sud-est de la capitale, a provoqué l'effondrement d'une cinquantaine d'immeubles dans la mégapole de 20 millions d'habitants. Au lendemain du puissant séisme, les secours épaulés par des centaines de volontaires s'activent pour retrouver au plus vite des survivants. Plus de 200 morts, dont 86 dans le centre de Mexico. C'est le dernier bilan affiché par les autorités mexicaines au lendemain du séisme de magnitude 7.1 qui a frappé le Mexique. Parmi ces victimes, 21 écoliers, tous ensevelis sous leur école. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Le nombre d'écoliers portés disparus oscille entre 30 et 40. Au cours de la nuit, plusieurs enfants ont été extraits vivants de ces décombres. Ces images aériennes présentent l'ampleur des dégâts et donnent le détail de ce qui reste de l'école Enrique Rebsamen de Mexico. Après le séisme, plus le temps passe et plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les secours et autres sauveteurs veulent malgré tout garder espoir. Caterpillar, pelleteuses et forts de bénévoles, tout y passe pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore être sauvés.
À l'Assemblée générale de l'ONU ce mercredi matin, le ministre mexicain des Affaires étrangères a salué l'aide internationale déjà offerte par plusieurs pays et indiqué qu'elle commençait à être acheminée vers Mexico, la capitale du Mexique. Et l'ouragan Maria, lui, a sémé la dévastation dans les Antilles. Il a provoqué la mort de 7 personnes sur l'île de la Dominique et a causé d'importants dommages à Porto Rico. L'ouragan a frappé de plein fouet ce territoire américain ce mercredi avec des vents de 250 km/h, le plus dévastateur de l'histoire de Porto Rico, selon le gouverneur de l'île, Ricardo Rossello, qui craignait des dommages bien plus importants que ceux causés par l'ouragan Irma il y a à peine 10 jours. 2 attaques ont frappé le nord du Mali mercredi 20 septembre. L'une à Kidal contre les casques bleus de la MINUSMA, l'autre à Ménaka contre la garde nationale malienne. De quoi donner un argument supplémentaire au chef d'État ouest-africain venu à New York pour plaider la cause de la force antiterroriste du G5 Sahel à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Au Kenya, la Cour suprême a prononcé un verdict très dur à l'encontre de la commission électorale IEBC hier, mercredi 20 septembre au matin. Les juges ont détaillé et expliqué leur décision du 1er septembre d'invalider la victoire d'Ohuru Kenyatta. Conclusion, les élections ne sont pas une affaire de nombre, mais de processus. C'est ce que dit la Cour. Et l'IEBC s'est rendu coupable de graves entraves à la loi lors du décompte et de la transmission des résultats. Et puis, pour terminer, en Haïti, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi dans la capitale Port-au-Prince pour réclamer le départ du pouvoir du président Jovenel Moïse. La colère populaire est montée d'un cran suite à la publication du budget national. Beaucoup le qualifient de criminel et même les économistes plutôt conservateurs le jugent dangereux car il ne va faire qu'aggraver l'endettement du pays. L'absence d'efforts de conciliation de la part de l'exécutif a fini d'énerver ses nombreux détracteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.